Marie-Ève, bonsoir. Bonsoir. C'est une autre journée d'intenses bombardements, une journée sanglante aussi. Qu'est-ce que vous savez de la situation sur le terrain ce soir? Selon ce que les gens nous ont dit, avec qui on est toujours en contact là-bas, ça a été une des nuits les plus intenses des bombardements depuis le début de cette offensive militaire. Les bombardements se poursuivent à plusieurs reprises. Au cours de la journée, il y a eu rumeur de cessez-le-feu, d'entente multipartite. À 2 reprises, le Hamas a par la suite démenti avoir accepté un cessez-le-feu temporaire, un cessez-le-feu humanitaire. Donc, les combats se poursuivent. Il y a toujours des tirs de roquettes aussi qui émanent de la bande de Gaza. Plusieurs reprises, les sirènes du côté israélien ont retenti. Les gens ont dû courir, se mettre à l'abri. Mais une journée lourde en pertes humaines. Plus de 100 personnes du côté palestinien et une dizaine de soldats israéliens. Vous avez passé plusieurs jours dans la bande de Gaza. Comment ça se passe quand les bombardements commencent ou quand les bombardements font rage? C'est-à-dire que c'est intermittent. Il y a constamment... Bon, d'abord, il y a le bruit des drones qui est constant partout où on se déplace. On entend le bourdonnement de ces drones qui survolent tout le territoire. Parfois, ils frappent. Autrement, ils ne font que de la surveillance. Et puis ensuite, dans les secteurs où il n'y a pas d'opération terrestre, où les gens habitent encore majoritairement à l'intérieur de leur maison. Souvent, si un bombardement doit avoir lieu, et c'est ce que l'armée israélienne utilise comme justification pour frapper les résidences, en disant on prévient les gens. Alors, beaucoup de ces gens reçoivent un coup de fil, on leur dit vous devez quitter votre maison, elle va être frappée d'ici une quinzaine de minutes. Et là, c'est le branle-bas de combat, évidemment. Il faut savoir que les familles palestiniennes sont très nombreuses. Souvent, c'est des résidences de plusieurs étages où plusieurs familles habitent. Tout le monde essaie de sortir le plus rapidement possible, de ramasser quelques effets personnels, mais on voit beaucoup de gens aussi qui attendent une rue, 2, 3 rues plus loin, et qui observent, qui attendent de voir venir la frappe. Parfois, ça prend plus de 15 minutes, 1 heure, 1 heure et quart plus tard, les bombardements arrivent. Et là, c'est les secours d'urgence qui se précipitent, les ambulances qui viennent pour rapidement essayer de voir s'il y a des blessés, s'il y a des corps qui sont enfouis sous les décombres. Mais c'est un stress qui est constant. Les gens à l'intérieur du territoire de la bande de Gaza ne savent plus où se mettre en sécurité. Alors justement, ils font quoi pour se protéger, ces gens-là? Bien, plusieurs de ceux qui ont reçu des pamphlets d'avertissement, par exemple, parce qu'au début de l'opération, encore maintenant, on distribue parfois des pamphlets par avion, disant aux gens que vous devez quitter votre quartier, il va y avoir des opérations militaires importantes. Plusieurs d'entre eux se déplacent dans les écoles des Nations unies qui ont été mises à la disposition de la population. Il y a des écoles publiques aussi, mais la plupart préfèrent d'abord trouver refuge chez des membres de la famille. Mais il n'y a rien de ça qui est une garantie de sécurité. On l'a vu, il y a des écoles des Nations unies qui ont été touchées, certaines où il y a eu des victimes, des événements tragiques. Et puis même les gens qui se réfugient chez des parents. Un peu plus tôt dans la journée, mon interprète, mon traducteur avec qui j'ai travaillé pendant toute la semaine où on y était, Ali, m'a envoyé un message me disant « La maison vient d'être frappée par une frappe de drone. Tout le monde va bien, pas de blessés, mais on n'a plus l'électricité, plus l'eau courante. J'ai perdu Internet aussi, qui est un lien de communication avec l'extérieur essentiel pour ces gens-là. » Il me dit, nous n'avons reçu aucun avertissement. Les dommages sont importants, mais Dieu merci, tout va bien. 40 personnes s'étaient réfugiées chez lui pour se prémunir de ces bombardements. Le gouvernement israélien accuse le Hamas de se servir des civils comme boucliers humains. Est-ce que vous avez pu le constater? Est-ce que c'est vérifiable? On a posé la question à beaucoup de gens. La plupart des gens nous ont dit que personne leur avait ordonné de rester à la maison. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, se sont réfugiés à l'extérieur de ces zones intenses de combat. Il y a plus de 150 000, je crois qu'on est à près de 180 000 maintenant, 180 000 personnes qui vivent dans ces refuges des Nations unies, par exemple. C'est un nombre record par rapport à tous les conflits armés précédents. Je n'ai pas vu non plus d'indices en circulant dans les quartiers, dans différentes parties du territoire, que ça se produisait. Ce que nous ont dit des représentants du Hamas sur cette question, c'est que on n'ordonne pas aux gens de rester à la maison, mais c'est sûr que pour nous, c'est important que les gens continuent d'habiter leur quartier. On se souvient de 1948, des gens qui ont été déplacés de leur village, qui sont aujourd'hui des villes israéliennes. Pour nous, c'était une catastrophe, c'est un traumatisme important. Alors, on ne veut pas céder de territoire, donc on insiste, mais on ne force personne. Et je dois dire que selon les apparences, selon ce que nous avons constaté pendant notre séjour, c'est pas le cas. Quel est l'état d'esprit des Gazaouis? Parce qu'ils sont sous le feu constant de cette menace ou sous cette menace constante des bombardements. Est-ce qu'ils en veulent au Hamas? Est-ce qu'ils le tiennent responsable de ce qui se passe ou est-ce qu'ils en veulent aux Israéliens?
D'abord et avant tout aux Israéliens. Et c'est peut-être le grand drame de tout ce conflit, c'est que d'un côté comme de l'autre, on blâme à 100% la partie adverse. Du côté palestinien, les gens nous ont beaucoup dit ne pas nécessairement être en accord avec toutes les positions politiques et militaires du Hamas, mais que dans ce cas-ci, dans le cas de cette offensive militaire particulière, ils soutenaient les demandes du Hamas, étaient reconnaissants. On pourrait penser, par exemple, qu'ils seraient en colère de voir qu'autant d'argent a été investi dans l'armement des groupes armés, dans la construction de ces fameux tunnels maintenant qu'Israël cherche à détruire. Mais les gens apprécient ce qu'ils perçoivent comme la défense de la population par les groupes armés, le soutien de leurs requêtes. Alors on demande, tout comme le Hamas, de mettre fin à cette offensive militaire, mais au-delà de ça, de mettre fin à tous les problèmes que vivent au quotidien les gens dans la bande de Gaza depuis des décennies. On veut en priorité la levée du blocus qui est imposé par Israël depuis 2006, mais aussi l'ouverture des frontières. Beaucoup de gens nous ont dit, vous savez, ce qu'on demande, c'est de vivre dans la dignité. On veut une vie normale comme la vôtre. Vous avez le droit de circuler, de sortir, de travailler, de bâtir un avenir avec vos familles qui ne sera pas sans cesse détruit et à rebâtir quelques années plus tard. On a l'impression que si maintenant on trouve une solution pour mettre fin à la violence actuelle, eh bien qu'on remet ça peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si on n'arrive pas à trouver des solutions à toutes ces questions qui sont bien au-delà d'un conflit armé. Vous avez vécu de l'autre côté aussi quelques jours, du côté israélien. Quel est l'état d'esprit? Vous avez dit, bon, les Israéliens en veulent au Hamas, donc à la partie adverse, mais eux aussi vivent sous la menace des roquettes constamment, n'est-ce pas? Ben voilà, les gens en ont assez aussi du côté israélien. Ils ont peur de ces roquettes qui sont lancées à rythme très régulier depuis le territoire de la bande de Gaza. Ils ont des alertes constantes, les sirènes dans les villes qui risquent d'être touchées. Heureusement, le fameux dôme de fer qui a été construit par les Israéliens à grands coups semble assez efficace. On a pu préserver la vie de la grande majorité de la population civile israélienne, mais les gens ont ce traumatisme d'entendre les sirènes d'alerte, de devoir abandonner tout ce qu'ils sont en train de faire, le quotidien, se mettre à l'abri dans les abris qui ont été construits par le gouvernement israélien. Et ça rend la population très, très anxieuse. Mais du côté israélien aussi, la majorité des gens semblent prêtes à tolérer encore la souffrance qui est ressenti très vivement par ces pertes, par exemple, des jeunes soldats. Ce sont beaucoup de très jeunes hommes dans l'armée israélienne qui sont morts depuis le début du conflit, 19 ans, 21 ans, 22 ans, pour pouvoir régler la question une fois pour toutes. Comment est-ce qu'on règle cette question une fois pour toutes, d'un côté comme de l'autre? Ça, c'est la grande question. Des décennies que cette question se pose. Une dernière question de ma part. Quelles étaient vos conditions de travail? Comment avez-vous réussi à faire votre travail? Avec prudence, d'abord, parce que les bombardements, nous, on ne sait pas quel endroit va être ciblé, quel endroit ne le sera pas, donc c'est très aléatoire. On habitait, et jusqu'ici, on se sent assez en sécurité dans les quelques hôtels qui sont occupés par les journalistes, mais il y a des informations maintenant qui veulent que ce soit des positions aussi qui sont utilisées par les forces du Hamas, qui sont un peu partout, finalement, dans le territoire de la bande de Gaza, ce qui risque de mettre en danger les collègues qui sont toujours, mais donc, c'est des déplacements qu'il faut mesurer. Chaque fois, on avance prudemment pour voir ce qui se passe dans un secteur, dans un autre. Parce que comme les communications sont très difficiles, il faut nécessairement se rendre sur place, aller parler avec les gens. Vous avez un guide, un interprète qui vous aide? Oui, voilà. Ali, avec qui on a travaillé pendant toute la semaine, qui fait un travail formidable et qui est un homme très dévoué et toujours présent 24 heures sur 24, peu importe les contraintes de l'heure de tombée canadienne. Et parlant de travail formidable, on salue également votre caméraman, Sylvain Castonguay, également de retour à Montréal. Bon séjour à Montréal. Merci d'être venu nous voir ce soir. Je vous en prie.